Nous sommes dans un lieu prestigieux, Sciences Po, un endroit qui a été fréquenté par la première élite intellectuelle et politique tunisienne. Je ne citerai ici que l'illustre Bourguiba, Demain, à partir de minuit, la campagne officielle débute en Tunisie. Elle va durer 15 jours. Certains vont dire qu'on sait déjà qui va sortir président et qu'il n'y a pas d'enjeu. Nous, on regrette qu'en Tunisie, il n'y aura pas de débat autour de ces élections. Il n'y aura pas de débat en Tunisie et il y a beaucoup de probabilités pour qu'il n'y ait pas de débat ailleurs. Donc nous, en tant que membres de cette association, on a considéré que c'était un enjeu, on a considéré que c'était une actualité et qu'en tant qu'actualité importante, il fallait la traiter. Et comme l'a dit Selim, on est plutôt soucieux à Sciences Po du respect du principe du débat contradictoire. Donc c'est pour ça que vont venir sur cette chaire débattre avec nous des membres de l'opposition et des membres qui soutiennent, qui sont proches du régime ou du gouvernement actuel. Je voudrais commencer d'abord par vous remercier, mademoiselle Raïda Dougli et vous-même, pour l'effort que vous avez déployé pour la tenue de cette conférence combien importante pour nous, Tunisiens, parce que nous ne pouvons pas avoir ce privilège chez nous, fort malheureusement. Et donc nous sommes obligés de prendre les avions, aussi bien les représentants du régime que nous-mêmes opposants, pour débattre. En principe, ce genre de débat aurait dû et aurait pu avoir lieu en Tunisie. Mes prédécesseurs ont exprimé le regret de ne pas pouvoir organiser une telle rencontre à Tunis. J'exprime le même regret. Le changement en Tunisie, selon moi, est le fruit non pas seulement d'une opération médicale, etc. Le fait qu'il ait réussi, c'est le fruit d'un véritable pacte. Je ne parle pas du pacte national du papier que tout le monde presque a signé, mais il y a un pacte beaucoup plus profond, social, qui a donné naissance à l'ère nouvelle. Ce pacte, c'est un pacte qui s'est basé sur 3 éléments principaux. Premièrement, un élément économique, la promesse de l'ouverture d'une période euphorique, d'une consommation débridée, etc. Deuxièmement, une question de sécurité extrêmement importante pour une bonne partie de la Tunisie, une bonne partie de ce qui s'est appelé la classe moyenne tunisienne, très effrayée, selon moi, de ce qu'elle a soupçonné ou ce qu'elle a cru voir en 1984, c'est-à-dire l'invasion des secteurs urbains par les pauvres des périphéries des villes et des campagnes, d'une part, et avec ça, la montée du religieux. Il y a eu une demande de sécurité, une demande de protection très forte qui a fait que énormément de gens ont adhéré à l'arrivée d'un pouvoir qui était très manifestement sécuritaire et annoncé comme tel. Donc, prospérité, sécurité, et puis il y avait également un discours sur une certaine ouverture, pas seulement économique, mais également démocratique. Dans les derniers classements de la Tunisie sur un plan politique, le classement est terrible. On ne retrouve pas la Tunisie dans les pays partiellement libres de tous les organismes qui s'intéressent à la question. Plus que cela, dans les pays fermés, autoritaires, tout ce que vous voulez, le classement de la Tunisie concernant les libertés publiques, concernant le contrôle d'Internet, concernant les libertés de la presse, quand vous retrouvez derrière vous la Chine et Cuba, vous devez vous poser des questions.
L'administration ne connaît pas le sens de la neutralité politique. C'est une administration partisane. Celui qui veut ne pas perdre son poste, avancer dans les échelons, avoir ses droits, pour ne pas parler des privilèges, il a intérêt à prendre la carte de la cellule professionnelle. Et c'est ainsi qu'on est arrivé, dès le début du système, à domestiquer l'administration. Donc voilà un système qui verrouille par le droit, qui verrouille par l'intervention autoritaire de l'intérieur à travers les congrès extraordinaires, les communiqués où on retire sa confiance à une équipe dirigeante, où on verrouille également par l'argent et la redistribution de l'argent. Et il n'est pas rare d'entendre dire en Tunisie, par exemple par les associatifs, les militants des associations, qu'ils sont apolitiques. Comme si être politique était contre nature, alors même que le propre d'une association est d'intervenir dans le champ public, d'être politique justement, de politiser la cause pour laquelle on se bat et de la verser dans le champ public pour en faire un débat. Aussi, le code électoral, avec ses amendements, a essayé d'apporter du nouveau pour l'organisation et la neutralité des bureaux de vote. Il a diminué le nombre de bureaux de vote à cause des partis d'opposition qui ont émis le souhait de limiter le nombre afin de pouvoir donc avoir des observateurs dans chaque bureau de vote. Toutes ces réformes dont nous parlent sont des réformes cosmétiques formelles. Pourquoi? Pour les bureaux de vote, nous avons un record mondial, monsieur. La Tunisie, proportionnellement à ce nombre d'habitants, nous avons entre 13 000 et 14 000 bureaux de vote. Les normes internationales font que les bureaux de vote sont entre 1200 et 2500 électeurs. C'est Simon Stra qui disait que la formule suivante, qui résumait un peu la manière dont ces élections se déroulent. Dans les pays démocratiques, le vote est secret et le dépouillement public. Et en Tunisie, le vote est public et le dépouillement secret. L'adoption du mode de scrutin mixte, donc ils ont augmenté le nombre des sièges réservés aux partis d'opposition. Je veux uniquement vous faire un petit tableau où, en 1994, il n'y a eu que 19 sièges pour l'opposition. En 1999, 34. En 2004, 37. Et en 2009, il prévoit 53 sièges, c'est-à-dire 19 sièges en plus. Donc, ce qui fait à peu près dans les 25%. Et bien entendu, ça c'est le minimum, mais si un parti d'opposition gagne les élections dans une circonscription, toute sa liste, donc il peut avoir plus que ça. Cette loi est une loi qui doit être absolument refusée par l'opposition. Elle leur enlève toute crédibilité, parce que pour les Tunisiens, leur présence dans le Parlement ou leur présence dans les institutions de l'État, ils ne la doivent pas à leur propre combat, mais la doivent à cette attribution d'office de sièges, soit au sein du Parlement, soit dans les conseils municipaux. Et je vous fais remarquer qu'à l'exception, je crois, d'une seule initiative des parlementaires de Tejdid, il n'y a eu aucun projet de loi émanant d'un parlementaire. Pourquoi est-ce qu'on a instauré une chambre des conseillers? Il y a des gens qui vont vous dire qu'elle a été instaurée pour proposer des postes à des gens dont on voulait se débarrasser. Est-ce que, je suppose que vous allez me dire non, mais est-ce qu'elle a une utilité, cette chambre des conseillers? Elle est utile du fait qu'elle donne son avis sur les textes de loi qu'on présente pour les voter. Elle peut être utile aussi comme un champ d'action pour les partis d'opposition s'ils sont représentés à cette chambre de conseillers. Mais pourquoi une deuxième chambre?
Ah, Est-ce que ça veut dire que la première fait mal son travail? Écoutez, monsieur, demandez à qui a instauré cette deuxième chambre, pourquoi il a instauré cette deuxième chambre. On lui lance l'invitation.